Donc je pense qu'on va démarrer. Hein. Donc, Lyon, c'est la journée mondiale de la Terre, Oui. le 22 avril. En fait, c'est une journée emblématique hein, pour la Terre, mais en fait, c'est toutes les journées de l'année qui sont des journées de la Terre. Là, on a un vrai souci aujourd'hui. On utilise pratiquement 150% des ressources connues et disponibles de la planète hein, pour vivre aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes les 50% de plus. Mais là, en fait, on est en train de puiser les ressources des générations futures. Donc, ce webinaire, il vient justement pour essayer, dans ce cadre-là et dans ce contexte-là, d'expliquer comment les entreprises, notamment, peuvent contribuer et participer à atténuer donc, à des impacts à dos et puis aussi à répondre à un certain nombre d'enjeux liés au développement durable en général. Et la meilleure façon d'apporter la contribution, c'est ce qui va être confirmé tout à l'heure par Lalla Soumia ou si Abdrahim ou si Atman, c'est de mettre en place une démarche RSE. Donc l'objectif du webinaire, c'est de vous parler de façon pratique un peu échanger, les webinaires. Elle a une démarche RSE, comment on peut la mettre en place, quels sont les points de vigilance, etc. Et donc, juste avant que je présente les panélistes, je voulais insister sur le fait que la démarche RSE n'est pas une démarche de ISO habituelle hein, qui a besoin d'être mise en place d'une façon particulière parce qu'on a besoin d'obtenir une certification. Donc, on aura l'occasion tout à l'heure d'échanger aussi par rapport à ce point. Donc, avant d'attaquer les axes du webinaire, je présente juste très rapidement donc, les panélistes. Donc, moi-même, Omar Ben Aïcha, je suis chez CertiTrust en charge de l'Afrique et donc je m'intéresse particulièrement les thématiques de la responsabilité sociale depuis quelques années. Et j'avais eu l'honneur et puis, le privilège de faire un travail de recherche sur la RSE au Maroc. Donc, Soumia Bahi, il est responsable RSE chez Bank of Africa. Aujourd'hui, Maana en tant que collègue, en tant que aussi experte en matière de RSE. Donc, il va partager avec nous un peu son retour d'expérience. C'est Abdrahim Miftah, c'est le gourou du système de management. Beaucoup de gens avec nous, le webinaire le connaissent. Donc, il va aussi intervenir sur la relation entre une démarche RSE ou un système de management, les particularités, et comment aussi une entreprise leader a déjà un système de management intégré, il peut capitaliser. Hein, parce que une entreprise déjà 9001, 14001, 45001, et puis d'autres démarches, ضربات واحد مسافه في la démarche RSE كتكون déjà bien avancée في le sujet. وكاين واحد le sujet très important في la RSE هو l'évaluation. Donc معنا سي عثمان qui s'occupe un peu de tout ce qui est RSE et services de développement durable chez CertiTrust, mais en particulier c'est un entrepreneur. Il a monté une start-up qui s'appelle Green Supply pour l'évaluation des fournisseurs en matière de RSE. Donc c'est un jeune aussi, il porte la parole ديال les jeunes les générations pas futures, mais les jeunes générations. Hein. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Donc, je ne sais pas, Thomas, les panélistes, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à l'ordre du jour? Oui, si tu permets, Omar. Est-ce que la caméra ديالك ما خداماش ولا سي الكاميرا ديالي ما خدمتهاش لي جون تو فوا نسيتها قرب المغرب صافي ما كنتش. Anyway, donc voilà, donc en fait l'objectif c'est un peu d'échanger, donc je vais essayer de faire un peu la modération. Donc la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, avec le mot responsabilité, elle doit avoir une connotation juridique, d'accord? L'entreprise elle est responsable. يعني مسؤوله. علاش الانتربريز تكون مسؤوله؟ علاش خصها تكون مسؤوله وعلاش تكون مسؤوله دابا؟ علاش ماشي مسؤوله هذه 50 عام هذه 100 عام هذه؟ انا l'entreprise comme concept ça fait peut-être واحد 200 عام que le concept de l'entreprise existe. C'est très récent hein, comme concept. Et وعلاش كنقولوا l'entreprise مسؤوله؟ علاش؟ لان l'entreprise ou les activités ديالها عندهم des impacts. Donc il a des impacts. Les décisions ديالها عندهم des impacts qui peuvent être positifs, hein, création d'emplois, participer à l'économie de l'Alblad, l'innovation, l'éducation, ou les impacts ils peuvent être négatifs aussi. La pollution, atteinte les droits de l'homme, la concurrence déloyale et donc créer des problèmes au niveau du marché, etc. Donc, du moment que l'entreprise, les activités d'Yaoula, ou ce qu'il fait, ou les décisions d'Yaoula ont des impacts, il doit assumer la responsabilité. Donc, c'est le principe très important de faire.
c'est que s'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de responsabilité. Donc, le fait générateur de la responsabilité, voilà l'impact. Et donc, une entreprise doit évaluer les impacts et il doit justement voir comment, s'ils sont positifs, donc les maintenir, hein, les maximiser, ou il y a qu'un négatif, les atténuer, hein, et les réduire. Et bien sûr, les impacts, ils se تيكون التمظهر ديالهم فين تيبانوا هاد les impacts تيبانوا vis-à-vis d'une partie prenante, donc c'est une partie prenante qui va être impactée, ou là تيبانوا في la société en général, parce que les enjeux du développement durable et de la RSE, ils ne sont pas nécessairement portés par des parties prenantes tout le temps. Il y a des enjeux des fois qui ne sont pas portés par des parties prenantes, enfin un contexte donné. احنا عاد قبيله كندويو على الجينيراسيون فيتور الجينيراسيون فيتور ما كاين حتى شي واحد تيدوي عليهم ما كاينش شي ريبريزونطون ديالهم هنايا كاينه بوتيتر غريتا غوتنبرغ لا جون سويدواز مي il y a personne aujourd'hui qui nécessairement les représente اشنو باغيين يديروا اشنو باغيين كيفاش باغيين يعيشوا etc. Donc هاد les impacts les parties prenantes dans la société, l'entreprise doit assumer sa responsabilité. Alors هاد la responsabilité comment il va l'assumer l'entreprise حيت ملي كندويو على responsabilité كندويو على الجوريديك تنمشيو لا لوا. Non, la loi, bien sûr, il faut la respecter. C'est le SMIC, la RSE. Une entreprise qui a des non-conformités légales et réglementaires, ça a d'abord المشكل ديال la conformité avant d'embarquer dans une démarche RSE, ou là, en tout cas, la démarche RSE, il essaye de régler la question de la conformité. Le deuxième niveau, c'est l'éthique. C'est-à-dire que l'entreprise, mais quand assumer la responsabilité d'elle, qui est les comportements d'elle. Donc, les comportements d'elle, c'est éthique. Donc, l'éthique, c'est ce qui régit tout ce qui est au-delà de la loi. D'accord? Donc, l'éthique, c'est dérivé de la morale, c'est dérivé de la valeur de la société, etc. Et donc, le comportement éthique et transparent, c'est l'élément de sortie, on va dire, hein, au jour le jour, il y a une démarche RSE. Et donc, cette démarche aussi, ça doit être intégrée. La RSE, ce n'est pas de la philanthropie. ماشي هو كنعطيو الصدقه ولا كنعطيو الفلوس des associations, des fondations وكنديروا الخير. Bien sûr, il faut le faire. C'est une partie de la RSE, ولكن ماشي هي la RSE كامله. La RSE, elle est d'abord économique. Cette entreprise تكون bien gérée, تكون bien gouvernée. Cette entreprise تهلا في les موظفين ديالها في الصالاري ديالها. Donc la dimension sociale تحميهم ما تخليهمش يكونوا معرضين لمخاطر. خاص l'entreprise ترد البال لونفيرونمون تحاول تنقص لامباكت ديال لي زاكتيفيتي على لونفيرونمون وتحاول تعاون في لا بريزيرفاسيون دو لونفيرونمون وفي لا ريابيليتاسيون ديال لو ميليو ناتوريل اكسيتيرا. Et bien évidemment, l'entreprise, أي entreprise كتعيش حدا des communautés, que ce soit في des zones industrielles ولا في des zones rurales ولا même في قلب المدينة ولا في l'écosystème en général. بحال دابا une banque راه اللي في un écosystème اللي فيه des entreprises, فيه des banques أخرين, فيه des régulateurs, فيه etc. Donc هاد la communauté هادي l'entreprise هي عندها une responsabilité أنها تشارك وأنها تعاون وأنها تخدم على المواضيع اللي كيشكلوا اليوم مشكل في المغرب بحال ليدوكاسيون بحال البروبليم ديال الناس اللي عندهم اعاقه ولا الناس اللي عندهم خصوصيه عندهم احتياجات خاصه. فهذا هو لا ديفينيسيون فينالمون اللي عطات ليزو 26000 لا ار اس او. الا مشيتوا ليزو 26000 لا ديفينيسيون de la norme ISO 26000 de la RSE, c'est ce qu'on vient de dire. Responsabilité vis-à-vis des impacts sur la société, sur les environnements, sur l'environnement, sur les parties prenantes, qui se matérialise par un comportement éthique et transparent et qui doit être intégré au niveau de l'entreprise, qui doit être considéré comme une contribution au développement durable. Ce n'est pas juste des activités ou des actions pour faire joli, pour communiquer, pour améliorer l'image de l'entreprise. C'est aussi quelque chose qui doit vraiment être perçu comme une contribution et structuré et construit comme une contribution au développement durable. Et c'est une RSE aussi, c'est une démarche qui doit respecter la loi et la légalité et les conventions internationales et surtout, on l'a dit aussi tout à l'heure, qui tient compte des attentes des parties intéressées, des parties prenantes. L'entreprise même كنهاش دير une démarche تعيط les parties prenantes وتقول لهم voilà ce que je veux faire à la démarche ديالي. Il doit la co-construire مع les parties prenantes ديالها. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc je dis juste الناس اللي كيتابعونا ils peuvent poser leurs questions au niveau du chat. Hein, donc que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Zoom. Et donc je passe la parole peut-être si Abdelrahim pour la deuxième phase اللي هي العلاقه مع les systèmes de management. C'est Abdelrahim, à toi la parole. Très bien, merci beaucoup, c'est Omar. Alors par rapport, je vais être très succinct par rapport à ce volet. C'est que le 26000 et le système de management intégré, et là je fais beaucoup plus référence
on va dire, aux trois référentiels qui sont les plus connus, à savoir le 9001, qui a une vocation beaucoup plus à satisfaire le client et avoir un produit qui est conforme. La 14001, qui a une vocation beaucoup plus de protéger l'environnement, prévenir la pollution, et la santé-sécurité, la 45001, qui vise, on va dire, à assurer, à prévenir les pathologies, les traumatismes et assurer un environnement de travail qui est sûr et sain. Okay. Donc, quelques fondements qui sont, on va dire, communs entre le SMI et la 26000. Premièrement, la responsabilité sociétale peut être considérée en tant qu'enjeu stratégique pour l'entreprise qui va influencer ses orientations stratégiques, ses objectifs et également la configuration de ses processus. Et là, je fais référence principalement aux différentes clauses normatives qui sont communes entre les trois référentiels, à savoir l'analyse du contexte, l'analyse des parties intéressées pertinentes, des attentes des parties intéressées pertinentes, l'approche et puis l'approche processus. Et puis un deuxième fondement également qui est important, c'est l'approche risque et opportunité qu'on retrouve également aussi bien au niveau de la 26000 qu'au niveau des différentes référentiels et qui est utilisé également pour identifier les risques et les opportunités qui peuvent influencer la réalisation des résultats escomptés du système de management, on va dire, choisi. Et puis, le troisième point, c'est la prise en compte des besoins et attentes des parties prenantes. Ça, c'est un élément qui est très important et qui devrait être pris en considération pour que le client, la satisfaction client ne soit pas affectée, l'environnement ne soit pas, on va dire, impacté négativement et prévenir également et préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Et puis, il y a un autre fondement, le dernier, c'est la dynamique d'amélioration continue. En fait, le fait de s'inscrire dans cette approche PDCA, plein de check act, pour toujours hausser le niveau de maturité du système et qui également, on va dire, un fondement commun entre la 26000 et le système de management intégré. Maintenant, je vais citer quelques exemples comme ça pour mieux démystifier la chose. C'est que, par exemple, si on regarde au niveau de la 26000, quand on parle de la qualité, vous allez trouver que la qualité, tel que c'est abordé au niveau de la 26000, on est en train de parler d'un niveau de qualité égal à tous les consommateurs, faire le choix de produits et services assurant la qualité satisfaisante, assurer une qualité en ce qui concerne l'éducation et la formation. Et voilà. Donc, et puis, pour tout ce qui est gestion des litiges et des réclamations clients, la 26000, il va au-delà de ce qui est exigé au niveau de la norme. Il recommande l'utilisation de certaines normes telles que la norme ISO 10001, 10002, 10003, qui traite tout ce qui est en relation avec la satisfaction client, gestion des réclamations clients et les mécanismes internes de traitement des réclamations clients. Voilà. Donc, et si on regarde au niveau de la 9001, donc là, en parallèle, la 9001, il prévoit, comme on va dire, elle prévoit par rapport à ces aspects, on va dire un certain nombre de clauses, bien sûr, à caractère opérationnel, même si elle reste toujours générique, même si c'est une norme qui est générique, mais il définit quelques caractères opérationnels auxquels l'entreprise doit s'y conformer, notamment tout ce qui est relatif à la revue des exigences clients, le processus de traitement des réclamations clients qui doit se faire selon une logique qui est bien définie au niveau de la norme, particulièrement l'identification des causes racines, l'engagement des actions collectives, l'évaluation de l'efficacité des actions pour que le problème ne se reproduise pas, assurer une traçabilité du traitement. Tout ça, au niveau de la 9001, on trouve qu'il y a un peu plus de détails par rapport à cet aspect. Donc, au niveau de la 26000, voilà, le client il est abordé selon plusieurs, on va dire, angles. Et au niveau de la 9001, vous allez trouver la même chose, sauf qu'au niveau de la 9001, on va trouver qu'il y a une manière, on va dire, qui est préconisée par la 9001 pour obtenir la certification. Il faut que le dispositif développé par l'entreprise, il faut qu'il colle parfaitement, on va dire, qu'il répond parfaitement aux clauses de la 9001. Si on prend par exemple... Abdrahim, في 9001 aussi, plutôt في les 26000, plutôt في la démarche RSE, oui. Il y a des sujets aussi qui sont très importants en plus de ce que demande la démarche qualité.
la protection des consommateurs, la protection des données personnelles, la santé sécurité ديال le client, l'utilisation ديال le produit, c'est aussi la consommation responsable. بحال دابا في le cas ديال les banques, et Soumia il pourrait nous parler de ça, qu'il y a des banques qui travaillent sur le surendettement, c'est-à-dire éviter que des clients ne vont pas contracter trop de crédits par rapport à la capacité de remboursement. Donc effectivement, اللي عنده 9001 راه عنده le socle, après يزيد هاد الامور هذه pour adresser les autres points de la démarche. La 26 000, donc on va dire, il propose, on va dire, des lignes directrices à l'entreprise, mais qui vont toucher, on va dire, beaucoup plus que ce qui est exigé au niveau de la norme, au niveau des trois référentiels, que ce soit la 9001, que ce soit le 14001, que ce soit la 45001. On va dire la complémentarité par rapport au système de management intégré, c'est que les normes, les 9001 ou la 14001 ou la 45001, c'est qu'elles, on va dire, mettent à la disposition de l'entreprise on va dire, une manière de faire. Okay. Cette manière de faire, il reste quand même générique, mais c'est une manière de faire en fait qui respecte, on va dire, un séquencement qui a un caractère obligatoire au niveau de la norme. Également, on prend au niveau de l'environnement. Si on prend les 26 000, on parle de la prévention de la pollution, donc que ce soit les émissions dans l'air, que ce soit les rejets dans l'eau, que ce soit en termes de gestion de déchets. On parle également d'un environnement sain qui constitue, on va dire, pour qu'il ne constitue pas une menace pour le bien-être des générations présentes et futures. La norme, la 26 000 également, il préconise à ce qu'on assure un environnement qui est durable, qu'il y a une consommation et une utilisation durable des ressources, qu'il faut protéger l'environnement, la biodiversité, la réhabilitation des habitats naturels. Et c'est ce qu'on appelle également au niveau de la 14001 la condition environnementale, qui est, on va dire, d'une manière très importante, il n'est pas très prise en considération dans les systèmes de management de l'environnement, cette notion de condition environnementale. Et si on regarde au niveau de la 14001, alors d'une manière opérationnelle, on demande à ce que l'entreprise élabore sa politique environnementale, analyse ses aspects environnementaux, ainsi que les impacts environnementaux. Il faut qu'il fasse une évaluation de ces impacts environnementaux, y compris l'impact des produits et services avec une perspective cycle de vie, la mise en place des indicateurs de performance environnementaux, tels que la consommation d'eau, la consommation d'énergie, la détermination des conditions environnementales. Donc, tous ces éléments, ils vont permettre, on va dire, de répondre à une partie de ce qui est demandé au niveau de la 26 000. Et la 14001, on va dire, il permet à l'entreprise, en fait, de se rapprocher, de mettre en place des mécanismes opérationnels beaucoup plus concrets pour se conformer on va dire, à l'exigence 14001, mais également de s'étendre vers, pour respecter, on va dire, les recommandations de la 26 000. Et puis pour la partie santé, pour la partie santé sécurité au travail, la 26 000, il a abordé en long et en large le volet santé sécurité au travail, parce qu'un des éléments d'entrée de la 26 000, on a deux entrées qui sont importantes, c'est les ODD, les 19 objectifs de développement durable, mais également, on va dire, les orientations de l'Organisation internationale du travail. Ce qui fait, vous allez trouver que la 26 000, elle est beaucoup plus, on va dire, contraignante, si on peut dire, par rapport à la 45 001, dans la mesure où il demande, il y a tout un domaine d'action relatif à la santé et sécurité au travail, c'est le domaine d'action 4, et qui consiste à faire de la promotion, le maintien, on va dire, du degré plus élevé du bien-être physique et mental. La santé, elle est définie en tant que santé physique et mentale. Pas que, au niveau de la 26 000, on parle également du bien-être social des travailleurs, ainsi que la prévention des effets négatifs sur la santé liés aux conditions de travail. Et là, si vous regardez au niveau de la 45001, là, du point de vue opérationnel, on demande à ce qu'on fasse une identification des dangers, on évalue les risques, SST, il faut procéder à un traitement hiérarchisé, on va dire, de ces risques. Donc, à commencer d'abord par l'élimination, par la substitution, mettre en place des solutions d'ingénierie, la protection collective, la mise en place, on va dire, des procédures et des instructions et asseoir un système de formation, de sensibilisation.
et en dernier lieu, mettre en place des équipements de protection individuelle qui vont permettre de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Okay, donc, le 26 000 par rapport à la 45 000, je trouve que donc il couvre largement ce qui est exigé au niveau de la 45 000. Voilà, d'une manière, on va dire, très succincte, quelques aspects qui sont, on va dire, communs entre le système de management intégré et la RSE. Le fait de mettre en place un SMI, on va dire, c'est une pierre angulaire dans un système de développement durable qui vise on va dire, à adopter la 26 000 comme référence. Voilà. Merci Abdrahim. Je vais peut-être rajouter juste un élément, c'est que la RSE, il parle aussi de la gouvernance, que moi je considère toujours comme le 37e domaine d'action, en plus des 36 domaines qui sont définis au niveau des autres questions. Et les systèmes de management intégrés, l'équivalent de le volet gouvernance, il y a l'approche processus, où il y a la partie rôle et responsabilité, ou la partie leadership, etc. Donc, حتى une PME, يعني les entreprises الكبار راك يعرفوا شنو هي la gouvernance. Ou très souvent, ils ont des organes de gouvernance, des fonctions de gouvernance, ils ont une fonction risque, une fonction conformité, etc. Pour les PME ou les entreprises moyennes, les des organes, le leadership, la politique, l'approche processus, les responsabilités, le fait de faire l'analyse des risques, etc., enfin, système qualité ou l'environnement, etc., c'est les piliers de l'approche de bonne gouvernance qui est finalement pas très bien explicité pour les 26 000, mais plutôt bien explicité pour les autres référentiels. Ou peut-être une chose très importante, c'est que la 26 000 ou la RSE, ce n'est pas un système de management. J'insiste beaucoup sur le point. C'est une démarche. La RSE, c'est une démarche. Ce n'est pas un système de management. Ce n'est pas un système où on va avoir des leviers, etc. Et que c'est avec ces leviers, on va arriver à un résultat, etc. La démarche RSE, c'est une démarche dans le temps qui peut durer des années et des années. D'accord? Et qui vient en complément des systèmes qui existent. Les O26 000 n'est pas certifiable. Ce n'est pas une norme qui s'apprête à une certification. C'est pour cette raison-là. Soumia, oui, pour compléter, c'est que tu as parlé de la gouvernance. Effectivement, c'est un terme qui est beaucoup plus générique que l'approche processus. L'approche processus, on va dire, c'est ce que j'avais expliqué auparavant, quoique les normes ISO 9001 ou la 14001, ils restent quand même des normes génériques, mais quand même, ils ont ils ont imposé, on va dire, une manière de faire auprès des entreprises. Ça veut dire que le mode de gouvernance en utilisant l'approche processus, c'est qu'ils ont on va dire, ils ont exigé à ce que l'entreprise adopte l'approche processus comme mode de gouvernance. Alors qu'au niveau de la 26 000, on parle il faut avoir un dispositif de gouvernance, sans vraiment aller on va dire, dans le détail de comment faire cette gouvernance. Tout à fait, absolument. Absolument. Soumia, à toi la parole. Goulilina, exactement. Soumia, c'est bien sûr le retour d'expérience d'IELC, mais Nesli Beina ou Hna également. Ce qu'on souhaite savoir, comme vous êtes une structure qui a mis en place la RSE depuis quelques années, pour démarrer une démarche RSE, quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, voilà, quelles sont les étapes pour construire une démarche RSE? En fait, comme vous avez dit, bonjour tout le monde. Déjà, je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité pour derdèche entre nous. En fait, oui, comme elle a dit, c'est Abdrahim, il y a les normes ISO qui nous aident aujourd'hui parce que la plupart des responsables RSE ils sont passés par les différentes certifications, la qualité, l'ISO 45001 ou la 14001. Les normes ISO, les systèmes de management nous donnent une structure, un socle. Et ceux qui ont déjà démarré, donc je reviens à votre question, c'est-à-dire c'est quoi le commencement? C'est vrai qu'une charte RSE, on ne vient pas et on démarre le lendemain. C'est sûr qu'au niveau de chaque entreprise, il y a déjà des choses RSE qu'on fait. On fait de la RSE sans se rendre compte. Toutes les entreprises font de la RSE aujourd'hui, c'est-à-dire à toutes les échelles. C'est juste qu'il y a plein d'actions, il y a plein de choses qu'on fait en interne, mais qu'on a la connotation RSE. Mais si on comprend, c'est-à-dire par quoi démarrer? Je peux dire il faut démarrer par la sensibilisation, peut-être par la formation.
c'est-à-dire il faut peut-être simplifier le mot RSE ou la thématique qui fait peut-être des fois peur aux petites entreprises qui ont l'impression que c'est quelque chose qui concerne que les grandes entreprises. Au contraire, même en étant une toute petite entreprise, moi je parle de mon expérience. Avant d'intégrer la banque, j'étais dans le consulting, j'ai vu plusieurs entreprises, j'étais dans l'industrie et c'est des petites choses qui font que par la suite on a une démarche, on a un système. Par rapport, bon, je reste sur la thématique, la démarche ou la norme ISO 26000, effectivement, la norme n'est pas certifiable, elle nous donne des lignes directrices. Mais si une entreprise est intéressée, par exemple, par le volet qualité, par le volet environnement, on revient à la partie santé et sécurité vis-à-vis des collaborateurs, c'est l'idéal de revenir à ces normes pour avoir une approche bien structurée. Moi, je dis toujours que la clé de succès, c'est toujours structurer les approches. Quand l'entreprise, c'est-à-dire veut instaurer une démarche RSE, ben la première, enfin, je sais pas, il n'y a pas un commencement, il y a une volonté, il y a un engagement, et quand il y a un engagement, on peut faire des choses. On démarre par l'implication des parties prenantes, c'est-à-dire la démarche, il faut la co-construire avec toutes les parties prenantes. Les parties prenantes qui sont tout d'abord les collaborateurs, les clients, la communauté, les régulateurs, tout dépend de l'activité de l'entreprise. Donc, il faut déjà voir quelle est mon activité, comment j'impacte, c'est-à-dire il faut voir dans la sphère d'influence, c'est-à-dire comment je suis impacté, comment je l'impacte. Bien sûr, c'est-à-dire les besoins business de l'entreprise, ils sont au cœur, bien sûr, de la démarche RSE. Comme vous avez dit, ce n'est pas de la philanthropie. La RSE, c'est vraiment pour créer de la valeur, pour la création, c'est-à-dire créer du business. Ce n'est pas uniquement des actions de charité ou pour ça, il y a des fondations. Donc, je dis toujours, il y a des fondations, on fait du sponsoring, mais ce n'est pas pareil. Une démarche RSE, on démarre, on se pose. Mais il faut déjà, quand il y a un engagement de haut niveau, on se pose avec toutes les parties prenantes. On démarre par les collaborateurs de l'entreprise. On leur explique ce que c'est que la RSE. Il faut la simplifier. Il faut la simplifier et la traduire, le langage des entités, des métiers. Que ça soit au niveau RH, que ça soit au niveau achat, que ça soit au niveau des entités métiers ou bien les entités support, pour que chaque métier, chaque entité comprenne ou sache ce que c'est que la RSE dans son domaine. La gouvernance, pareil, c'est-à-dire tout ce qui est gouvernance. Également, il y a toute l'intégration des aspects RSE dans les activités ou pour les organes de gouvernance en démarrant par la création d'un comité RSE. Bon, je ne suis pas en train peut-être de partager l'expérience de Bank of Africa, mais si vous voulez, je peux donner des exemples. Mais oui, vas-y, Soumia, vas-y. Pour la banque, par exemple, qui est une institution financière, c'est-à-dire le cœur de son métier, c'est de la finance. Donc, pour la RSE, dans une banque, il faut que la finance soit une finance responsable. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour construire une démarche RSE, il faut se poser avec les différents segments de clients et voir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Il faut les écouter. Je reviens, c'est-à-dire j'essaie quand même de répondre à la question, c'est comment faire. On peut faire des focus group, des fois avant d'aller vers les focus group, parce qu'on a toujours l'impression de faire de l'écoute partie prenante, c'est lourd à gérer, c'est toute une logistique. Démarrons déjà en interne, avec les entités qui sont en contact avec ces parties prenantes. Si j'ai besoin de savoir quelles sont les attentes ou les besoins de mes fournisseurs, il faut que je m'assoie déjà avec les services achats, avec toutes les entités acheteuses. Ils connaissent mieux leurs parties, c'est-à-dire ces parties prenantes, parce qu'ils sont en contact avec eux. Donc, la première des choses, c'est de faire une première étape en interne. Ça nous permet de sensibiliser les entités, ça nous permet aux responsables RSE d'avoir une idée de ce qui se passe un peu aux alentours de l'entreprise. Donc, ça démarre par cette étape et par la suite, parce que finalement, in fine, les attentes des parties prenantes, on les connaît. C'est-à-dire, il y a plusieurs études qui se font, il y a plusieurs analyses, on peut aller chercher sur Internet. Peut-être il faut les identifier et aller vers les parties prenantes, les valider avec eux. Oui. Et faire des modifs. Donc, moi, je dis toujours qu'il faut toujours simplifier les démarches
et il ne faut pas trop les… je sais pas, on a l'impression des fois, quand je fais la norme, ils ont intimidé, il fait peur. Vous savez, moi, quand vous m'avez appelé pour la séance de Dardasha, je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert la norme. Et au début, c'est vrai que la norme, je me souviens, vous, monsieur c'est Omar Ben Aïcha, mes premières formations, c'était avec vous. Et à l'époque, la norme, il me faisait peur. Toutes ces questions, comment les mettre en place, etc. Mais quand on l'opérationnel, et c'est le quotidien. Aujourd'hui, la norme, je me suis dit, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait, c'est-à-dire on répond parfaitement à cette norme. Oui. Que ça soit en matière d'environnement, que ça soit en matière de satisfaction client, bon, on n'est pas les champions, mais il y a quand même des choses sur pas mal de… En fait, c'est une démarche progressive, c'est pas une démarche avec des objectifs qu'on se fixe et on dit voilà, on est arrivé, on a atteint, c'est-à-dire les objectifs sont atteints. Non, c'est une démarche vraiment progressive et à chaque fois, il y a des nouveautés parce qu'il y a de la réglementation. Sur le volet environnemental, par exemple, il y a des accords qui changent chaque année. À chaque fois, il y a de la… Enfin, bon, je veux dire que c'est une démarche qu'il faut impérativement la co-construire avec les parties prenantes internes de la gouvernance, c'est-à-dire à tous les niveaux de l'entreprise, pour les 3 dimensions sociales en interne, pardon, avec les collaborateurs et également sociales, avec les parties prenantes, clients, fournisseurs, etc. La communauté, donc on a plusieurs outils, enfin plusieurs référentiels, il y a les normes ISO. سمية بغيت نسولك واحد لو تيرم تيستعمل بزاف سميتو l'analyse de matérialité. Oui. C'est quoi exactement? L'analyse de matérialité, c'est effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la co-construction de la démarche avec les parties prenantes. Avec toutes les parties prenantes et on analyse la matérialité des engagements. Parce qu'on connaît, c'est-à-dire nos objectifs, et on s'assoit pour voir est-ce que ces engagements, ces objectifs qui sont déjà pertinents peut-être pour l'entreprise, est-ce qu'ils sont pertinents pour la partie prenante? Et il y a d'autres engagements qui sont pertinents pour la partie prenante, mais qui ne sont pas forcément pertinents pour l'entreprise. Donc, c'est cette analyse qui se fait. Il y a plusieurs outils pour évaluer la matérialité des enjeux, pour sortir par la suite avec une cartographie ou une matrice qui prend en considération ces différents enjeux avec une hiérarchisation. Donc, on classe les enjeux par ordre de priorité par rapport à la matérialité, c'est-à-dire par rapport à l'importance pour l'entreprise, l'importance pour la partie prenante, et on commence à mettre les objectifs, c'est-à-dire à définir des sous-objectifs de ces objectifs-là. D'accord. Donc, l'idéal, parce que des fois, on trouve qu'on a certains enjeux qui sont pertinents pour l'entreprise, mais qui ne sont pas assez maîtrisés, qui ne sont pas assez connus, qui sont pas assez travaillés par l'entreprise. Comme il a dit c'est Abdrahim, on a déjà des normes pour l'évaluation des risques. C'est le même principe. Moi, je dis l'analyse de la matérialité, c'est comme l'analyse des risques pour la 45001, comme l'analyse des impacts pour la 14001. Etc. Donc, cette analyse de matérialité, en fait, c'est le commencement. C'est vrai que c'est le commencement, mais moi, je ne dis pas toujours que c'est toujours c'est-à-dire pour mettre en place une démarche RSE, on n'est pas obligé de démarrer par la matrice de la matérialité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On peut déjà démarrer par des petites actions, par des actions qu'on peut mettre en place rapidement et voir l'impact. Vous avez parlé de l'impact, ça aussi, c'est important. Quand on regarde l'impact de nos actions, que ça soit sur l'environnement ou sur l'homme ou sur la communauté, facilement, on arrive à faire passer le message. Il faut aller doucement. Parce que l'analyse de matérialité infinie, c'est comme l'analyse des risques. Elle reste chez le responsable RSE, elle reste chez le responsable environnement, le responsable qualité. C'est le résultat. Donc, par la suite, on peut… Voilà, donc moi je donne un peu, ça c'est un peu mon expérience, mais il est déjà 17h40 minutes. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en fait, par thématique, il y a des expériences, etc. Mais grosso modo, la démarche RSE, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'outils pour les responsables RSE ou les HSE ou les responsables qualité. Il y a plusieurs outils, des référentiels. Mais ce qui est important, c'est que chaque thématique à part, il vaut mieux la structurer.
Il vaut mieux la structurer, c'est-à-dire avec une approche, avec un engagement bien formalisé, des indicateurs. Tiens, parlons des indicateurs. Les normes ISO, ça nous aide à avoir des indicateurs, ça nous aide à avoir des tableaux de bord. Aujourd'hui, nous sommes certifiés, nous avons déjà un système de management intégré et une démarche RSE. Eh bien, croyez-moi, sur les aspects où on a des démarches de certification, on arrive facilement à avoir des indicateurs, avoir des objectifs bien, c'est-à-dire des cibles bien définies qui sont, enfin, c'est plus facile. En fait, il y a à la fois les indicateurs et il y a aussi la culture de la mesure. Et la culture de la mesure, voilà, exactement. Mesurer, oui, voilà. Ce qui n'est pas évident quand on n'a pas des démarches bien structurées. On est obligé de démarrer, c'est-à-dire des fois, on se retrouve dans des situations à expliquer ce que c'est que la RSE, à expliquer pourquoi les entreprises font de la RSE. Oui. D'accord, donc c'est très important de garder en tête que les normes ISO, ça nous aide. On n'est pas obligé d'aller vers les certifs. Moi, j'ai toujours dit que la certification, ce n'est pas le but en soi. Mais les normes ou les structures, les démarches, ça nous donne quand même ça nous donne un socle et des lignes directrices pour mettre en place pas mal de choses. Hein. Tout à fait, merci Soumia. Donc, merci à vous, pardon. Non, merci Soumia. Mais effectivement, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une démarche stratégique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'enjeux et on ne peut pas tout traiter, donc il faut prioriser. Donc, dans une démarche RSE, effectivement, comme l'a dit Soumia, il faut identifier des enjeux, il faut les discuter aussi dans le cadre d'un dialogue avec les parties intéressées. Et le but, c'est de les hiérarchiser, les classer selon ce qui est important pour l'entreprise et ce qui est important pour les parties prenantes, mais aussi ce qui est important pour les deux, à la fois l'entreprise et les parties prenantes. Il y a des outils pour faire de la classification et la priorisation, mais le but, c'est à la fin d'arriver avec cette matrice de matérialité, les enjeux cruciaux qui sont extrêmement importants, sachant que de la matrice, elle est mise à jour. ماشي ديك اللي غنديروا مثلا في 2021 غادي تبقى ديما نقدروا في 2022 ولا 23 نعاودوا نغوفيزيتيو لا ماتريس ونعاودوا نغوكلاسيو بوتيتر دي زونجو اللي بوتيتر ان انجو كروسيال اليوم ما يبقاش كروسيال غيبقى امبورطون مي واحد اخر هو اللي غيولي كروسيال مي سي ان فري travail stratégique parce que il faut pas oublier que la démarche RSE il se fait aussi les ressources de l'entreprise et les ressources de l'entreprise elles sont pas infinies et donc l'entreprise dans tout travail stratégique qu'il met en place, au-delà de toute approche stratégique qu'il met en place, le travail de l'entreprise, c'est d'allouer les ressources, les choses qui sont les plus prioritaires. Et donc, comme a dit Soumia, oui, Soumia. Excusez-moi, je voulais juste rajouter par exemple, pour notre expérience, c'est-à-dire comment on est dans un espace de partage, parmi les clés de succès c'est-à-dire pour notre banque, c'est qu'on a mis en place un outil d'auto-évaluation RSE en interne. Sur la base de tous les référentiels, sur la base de l'ISO 26000, sur la base c'est-à-dire des référentiels des cabinets de notation, du rating, et sur les ODD, les 17 objectifs de développement durable, on a mis un référentiel interne et ça aussi c'est important pour les entreprises parce que ça permet d'adapter l'approche standard au contexte de l'entreprise. Tout à fait, absolument. Et ça aide par la suite dans le cadre du déploiement, parce que par exemple, nous, en tant que banque, la maison mère pour pas mal de filiales, on a l'obligation d'aller déployer c'est-à-dire la démarche RSE. Et comme on l'a déployé, on ne peut pas à chaque fois faire des formations sur la norme ISO 26000, sur les objectifs, sur les ODD, etc. Donc, le fait de mettre en place un référentiel interne, ça aide énormément. Un référentiel pour lequel on s'auto-évalue également. On s'auto-évalue, ça nous permet d'avoir des plans d'action, ça nous permet également de définir des indicateurs à l'échelle du groupe, etc. Absolument. Ouais, les outils aussi, ils permettent aussi finalement de mesurer le progrès après, parce que les évaluer d'année en année, ça permet de progresser. Et j'en profite pour répondre à une question qu'il y a dans le chat. Là, est-ce que finalement, on peut faire un benchmarking en matière de RSE, puisque c'est très vague, c'est très bateau, c'est multidimensionnel. Et justement, ce que tu disais, Soumia, c'est ce qu'une norme comme la GRI a fait, c'est de proposer un référentiel qui permet aux entreprises de reporter ce qu'ils font et qu'on puisse les comparer. Parce que lorsque maintenant les banques font leur reporting selon le GRI, qui est la Global Reporting Initiative,
en faisant ce reporting, on est capable après de comparer des entreprises d'un même secteur, par exemple les banques, le secteur financier ou la bancaire. On peut comparer la maturité de leur démarche et le contenu de leur démarche et ce qu'ils font en matière de RSE. Donc, ce que je retiens aussi, c'est qu'on peut avoir aussi des outils qui sont développés en interne et qui ne sont pas très difficiles à développer. Hein. Il a déjà des démarches qualité, sécurité, environnement structuré. Merci Soumia. Alors, puisqu'on parle de référentiel, on parle d'évaluation, je donne la parole à Uthman qui a développé un concept d'évaluation des achats responsables des fournisseurs et qui fait aussi de l'évaluation ISO 26000. Donc, je donne la parole à Uthman pour nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui se fait en matière d'évaluation RSE, plutôt en termes de méthode. C'est quoi finalement? Comment on évalue la RSE? Alors, merci beaucoup, c'est Omar. Donc, je voulais avant tout rebondir sur la question en fait, qui a été posée dans le chat sur cette, je dirais, cette multidimensionnalité de la responsabilité sociétale des entreprises qui pose un problème en termes de benchmark. Alors, en fait, c'était ça, en fait, la raison déjà d'être du développement d'une norme ISO, c'était de standardiser les approches. Mais par la suite, pour standardiser ces approches, chaque entreprise, il permet de répondre à ces enjeux à travers une identification qui se cristallise par une matrice de matérialité, un recensement des enjeux cruciaux et importants. Et par la suite, on pourra standardiser à la limite les entreprises, benchmarker, les entreprises appartenant au même secteur. Donc, la RSE, elle peut être utilisée comme étant, je dirais, la norme ISO 26000. La raison d'être, c'était de standardiser la manière d'évaluer en fait la responsabilité sociétale à travers justement les 7 questions centrales, les 7 questions centrales qui constituent l'ossature de la norme et les 36 domaines d'action. Mais justement, aujourd'hui, on est capable de benchmarker des entreprises appartenant au même secteur, ainsi pour améliorer les pratiques et pour encourager d'autres entreprises à leur emboîter le pas et améliorer leur niveau de performance vis-à-vis des questions relatives à la RSE. Maintenant, par rapport à la méthode d'évaluation. Donc, l'objectif, en fait, à travers la méthode d'évaluation est de donner, en fait, de la lisibilité aux entreprises afin de leur permettre de valoriser leur démarche de développement durable, quels que soient les outils de référence sur lesquels elles s'appuient. C'est-à-dire, vous avez cité Omar GRI, Global Compact, etc., la norme internationale ISO 26000. Donc, l'objectif de l'évaluation, c'est en quelque sorte d'évaluer l'existant de ce qui a été fait en termes de pratiques RSE. Donc, maintenant, le domaine en fait, de l'évaluation, il couvre en quelque sorte l'intégralité du système d'entreprise et cible la capacité à déployer efficacement la vision, les objectifs de résultats clés, en fait, qui sont visés sur 3 piliers principaux. 3 piliers principaux du développement durable, le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. Donc, par la suite, en fait, l'ensemble des résultats en termes d'évaluation, ils s'expriment en force et faiblesse vis-à-vis de la vision et vis-à-vis des résultats pour identifier par la suite les plans d'action qui permettront de progresser vers une meilleure performance. Donc, les 5 critères au niveau du modèle d'évaluation en fait, de l'ISO 26000. Donc, nous avons dans un premier temps la vision et la stratégie. Donc, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est le management de la démarche. Troisième critère, c'est les modes de production et de consommation et durabilité, en fait, quels que soient soit des produits ou bien des services. Finalement, on a l'ancrage territorial et le management des ressources humaines à travers les 2 questions centrales, la question numéro 2 et la question numéro 3, la question des droits de l'homme et la question relations et conditions de travail. Maintenant, par exemple, sur la partie résultats environnementaux, si on prend l'exemple, par exemple, d'énergie, on va voir la part d'énergie renouvelable, par exemple, dans la consommation totale. Au niveau des gaz à effet de serre, on va faire le suivi des émissions. Sur le volet, en fait, les résultats sociaux, donc, par exemple, si on prend l'exemple de la santé et sécurité, tel qu'il a été cité par Saad Rahim, on va suivre les indicateurs de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail.
au niveau de la formation et éducation, on peut prendre un indicateur comme étant, par exemple, le nombre d'heures et de formation. Et finalement, par rapport aux résultats économiques, nous avons la performance économique, par exemple, qui peut être évaluée à travers le pourcentage de contrats honorés dans les conditions convenues, ou bien on peut voir un autre indicateur, par exemple, je dirais l'investissement. L'investissement en matière de technologie propre, en matière de technologie en fait, qui respecte l'environnement, etc. Donc maintenant, les pratiques, comment en fait pratiquer ce modèle d'évaluation au sein des entreprises. Par exemple, pour la partie, pour le volet vision et stratégie, on peut le décliner en un ensemble de points. Je ne vais pas citer l'ensemble, mais de toute façon, je vais juste parler de quelques points. Au niveau de la partie vision et stratégie, on va partir maintenant voir le leadership et l'engagement de la direction avec la responsabilité sociétale des entreprises. On va identifier les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, hiérarchiser les enjeux et par la suite, on pourra benchmarker entre des entreprises qui ont réussi leur stratégie RSE ou bien qui ont réussi à bien déployer leur stratégie RSE. Par la suite, on pourra voir le management de la démarche à travers un ensemble de points. Donc, première étape, c'est l'identification des responsabilités. Par la suite, il faut voir la pertinence et l'efficacité des processus, la veille réglementaire, qui est un point très essentiel, la gestion des informations et des données, je dirais la communication interne et la communication externe. Par rapport aux piliers mode de production, de consommation et durabilité des produits, on va voir par exemple la gestion des achats et des relations avec les fournisseurs. C'est un peu l'aspect achat responsable, je dirais la production et l'environnement. Et finalement, on pourra voir même, on pourra faire même une réflexion globale sur l'activité. Par rapport à l'ancrage territorial, on va voir l'intégration territoriale et analyse des risques. On pourra même voir en fait le développement environnemental du territoire, le développement social et le développement économique. Par exemple, on pourra prendre le transport et accessibilité du site. Alors, finalement, donc, une fois on a listé l'ensemble des critères et après, il faut les décliner en sous-critères, on va opter pour le système de scoring en PDCA. Okay? Donc, on va commencer avec l'approche qui fait référence au P, le déploiement, c'est le D, l'évaluation et finalement l'amélioration. Donc, chaque critère du modèle est examiné d'après les aspects suivants, en fait, qui s'appuient sur deux caractéristiques. Première caractéristique, c'est la logique. Deuxième caractéristique, c'est l'intégration. Donc, on va voir, par exemple, au niveau de l'approche, la logique et l'intégration. Au niveau du déploiement, la mise en œuvre et le déploiement systématique. Au niveau, je dirais, de mesures d'efficacité et des pratiques, on va voir l'évaluation et la compréhension des pratiques déloyales. Et au niveau le niveau de revue et d'amélioration, on va mesurer, analyser les pratiques, valoriser le retour d'expérience et améliorer la mise en œuvre. Et peut-être mesurer l'impact. Absolument, donc mesurer l'impact. Donc l'évaluation des résultats, il repose sur l'étendue et le champ. Il repose sur la définition des cibles, les tendances, les analyses de comparaison interne, l'analyse des causes à effet. Finalement, on pourra voir la comparaison par rapport aux meilleures références. Donc, je prends par exemple des exemples de pratiques et de modalités d'évaluation. Par exemple, une entreprise qui intègre les aspects sociaux, y compris chez ses sous-traitants dans des processus de production, incluant le stockage, le transport, etc. On peut voir même, en fait, maintenant, un autre critère relatif à l'environnement, les taux d'émission des gaz à effet de serre, etc. Donc, le déroulement un peu d'une évaluation, il commence par l'établissement, il a en fait un ensemble de finalités, un ensemble d'objectifs. Donc, première finalité, c'est d'établir un baromètre fiable à travers une évaluation
tierce partie de l'intégration du développement durable au sein de l'entreprise. Une deuxième finalité, c'est d'apporter un regard externe et expérimenté sur l'ensemble de l'organisation, ou bien de l'entité évaluée, en mettant en avant ces points à pérenniser et ces points à améliorer. Alors, troisième finalité, c'est de faciliter la prise de conscience des changements nécessaires grâce à une vision extérieure. Et quatrième finalité, c'est de mettre en place un système de comparaison externe ou interne, un benchmark, des pratiques et des résultats. Et finalement, il faut se préparer à un prix de développement durable. Parce que toute cette démarche, les gens, ils sont trop exigeants, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte de l'argent pour l'entreprise pour mettre en place une telle démarche. Donc, Athman, j'ai une question par rapport aux critères législatifs. Est-ce que tu peux nous dire les échelles de maturité, 2 mots sur les échelles de maturité? C'est-à-dire, à part d'un critère, on va le mesurer, on va le scorer sur une échelle. Donne un exemple, les niveaux de mesure. OK, parfait. Donc, par rapport en fait aux critères d'évaluation, je dirais à l'échelle en fait de mesure de ces critères. Donc, dans un premier temps, donc on va prendre les questions centrales, décliner l'ensemble des questions centrales sur les domaines d'action qui sont relatifs à cette question centrale. Et une fois on détermine cela, on va déterminer en fait une échelle de scoring. Une échelle de scoring, c'est une échelle de Likert, de 1 à 5. Donc, au niveau de chaque question centrale, nous avons des sous-critères et ces sous-critères, par la suite, on va partir pour challenger en fait le niveau de maturité de l'entreprise à répondre, le niveau de maturité des entreprises à répondre à ces critères et on verra à quel niveau elle a répondu. Par la suite, si elle a un niveau, elle a répondu. Donc, le niveau de 1, le niveau de 1 correspond à un niveau engagement. Alors, si elle répond, je dirais, d'une manière encore assez pertinente, donc elle aura un niveau de 2, c'est un niveau, en fait, qui correspond à un niveau, je dirais, intermédiaire. Okay? Et si on a trouvé que l'entreprise, elle est carrément un modèle sur, en fait, sur cette question, sur la question, par exemple, on va prendre la question environnementale, si on a remarqué à travers l'évaluation, l'entreprise, elle est, je dirais, elle est assez en avance sur le sujet. On peut attribuer à elle un niveau avancé sur cette thématique. Donc, l'idée, en fait, le résultat final, il est lié à une pondération équilibrée de l'ensemble des critères. Par exemple, au niveau de l'approche stratégique et pratique managériale, donc la vision en termes de responsabilité sociétale et gouvernance, elle est scorée à un niveau de 150. Après, vous avez la mise en œuvre, les pratiques d'intégration de la responsabilité sociétale et communication, elle est scorée à un niveau de 100, sur une note de 100. Donc, après, on a l'approche stratégique et pratique managériale, on va sommer l'ensemble des pondérations pour obtenir une note de 500. Et au niveau du deuxième volet qui est relatif aux résultats et performances équilibrées et pilotées sur les 3 piliers de développement durable, à la fois les résultats environnementaux, sociaux et économiques, on obtient une sommation de 500. Donc, le total, ça nous donne une note sur 1000 et un bilan responsable qui décrit les points à pérenniser et ceux à améliorer dans la perspective d'une meilleure intégration des questions centrales et des domaines d'action de l'ISO 26000. Très bien. Donc en gros, en fait, le modèle, voilà, en fait, l'output, en fait, c'est d'atteindre un certificat d'évaluation sur une note de 1000 points et de faire sortir un bilan responsable, comme je dis, qui décrit les points à améliorer et les points à pérenniser dans la perspective d'une meilleure intégration d'ISO 26000. Par la suite, donc, vous allez me dire que si aujourd'hui, on a réussi à avoir une bonne note ISO 26000, est-ce que ça va nous permettre, en fait, de répondre d'une manière implicite aux engagements d'autres référentiels? Donc, je vous rassure, et d'ailleurs, en fait, ça a été développé par Abdrahim, moi, je vais prendre peut-être
les référentiels spécifiques à la RSE. Par exemple, si vous répondez à l'ISO 26000 d'une manière très concrète et d'une manière très performante, vous allez répondre d'une manière indirecte et implicite à une grande partie des exigences du référentiel GRI. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on remarque qu'il y a un croisement des référentiels, c'est-à-dire on va voir par exemple le tableau de correspondance entre GRI et ISO 26000 va nous permettre qu'on peut faire une transition entre les deux référentiels et hybrider entre un ensemble des référentiels afin qu'on puisse, je dirais, capitaliser sur notre performance au niveau de l'ISO 26000. Répondre sans refaire le travail dès le début aux exigences de notre référentiel. Merci Athman, merci Athman, merci beaucoup pour cette contribution. Donc effectivement, l'évaluation, c'est une évaluation à la fois d'un certain nombre de critères, mais c'est une évaluation multidimensionnelle. Donc on va évaluer le résultat, l'impact, mais aussi on essaie d'évaluer aussi ce qu'on a prévu de faire, comment on l'a fait, comment on l'a intégré. Donc c'est à la fois du quantitatif, le résultat, l'impact, mais c'est du qualitatif pour avoir une idée sur aussi la maturité de la démarche et puis qui permet finalement de voir aussi comment cette démarche est intégrée dans les process de l'entreprise. Donc, on a fini les interventions. Ce que je vous propose de faire, c'est de répondre à quelques questions et vous donner aussi la parole pour aussi donner peut-être des insights ou des éléments supplémentaires avant de clôturer. Donc, on va prendre 10 minutes pour faire le tour rapidement, pour terminer à 18h10, 18h15. Donc, j'ai des questions ici, le chat. كاين شي وحدين جاوبوا عليهم ديجا بحال لا غولاسيون entre la RSE et l'ISO 14001. كاين واحد لا كيسيون اشنو هو لو لien ما بين le développement durable et la RSE. Soumia, tu peux répondre à cette question? Ben, la réponse, elle est déjà dans la norme ISO 26000. Il y a la définition du développement durable et de la RSE. La RSE, c'est la contribution. Exactement, c'est la contribution à toutes les actions sociales, environnementales, alors que le développement durable, c'est la combinaison c'est-à-dire des trois dimensions, environnement, le social et l'économique. Mais il y a une bonne définition dans la norme. Hein. Je me souviens plus Absolument, oui. du chapitre. Des chapitres, mais je sais. Oui, Abdrahim, je pense qu'elle a la norme devant lui, hein, pour vous dire. Moi, j'ai pas préparé de documents. Non, mais effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, la définition elle-même de la norme ISO 26000, la norme 4 la démarche RSE doit être considérée, bien sûr avec les actions, etc., les résultats doivent être considérés comme la contribution de l'entreprise au développement durable. Combien d'entreprises في المغرب ils ont mis en place une démarche? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont Il y a beaucoup d'entreprises, on peut dire que toutes les entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire quand on voit les reportings, d'ailleurs les entreprises cotées en bourse, ils ont l'obligation de faire un reporting, un rapport extra-financier, mais il y a plein d'entreprises, il y a des entreprises qui ont le label RSE de la CGEM. Je n'ai pas un chiffre en tête. La CGEM, d'abord, il y a 120 entreprises labellisées. Exactement. Donc aujourd'hui, voilà, je dirais la seule jauge aujourd'hui au niveau de marché pour dire combien d'entreprises y sont engagées RSE, c'est le label. On a aujourd'hui à peu près 110 entreprises labellisées RSE. Donc la majorité, c'est dans les services. La majorité, c'est plus que, je crois, 37% dans les services. Moins sont dans l'industrie et je dirais le reste voilà, je dirais il appartient à d'autres secteurs d'activité, par exemple le secteur de télécom, etc. Mais sinon il y a une volonté et juste pour préciser faire une précision je dirais aux participants. La démarche RSE n'est pas toujours synonyme d'une labellisation ou bien d'une certification. Vous avez des entreprises qui sont très engagées RSE, mais qui n'optent pas pour une labellisation ou bien une certification. Oui. Tout à fait, absolument. L'ADN, c'est que c'est une démarche qui est volontaire.
Absolument, tout à fait, absolument. Le label CGM, effectivement, c'est le seul indicateur qui existe, mais ce n'est pas l'indicateur aujourd'hui pertinent pour dire voilà, combien d'entreprises sont engagées. Alors, il y a une question, les normes, les normes 14 000, 45 000, 9 000, ISO 26 000, ils sont disponibles chez l'ISO. Donc, il faut les commander. Ils sont payantes, donc c'est des copyrights. Donc, sur le site de l'ISO, avec une carte bancaire, vous pouvez acheter et recevoir en PDF les normes que vous souhaitez. Donc, c'est une question technique. Alors, il y a une question qui dit que la RSE, il doit être quand même structuré, il doit suivre un séquencement. Alors, finalement, il n'est pas comme les autres systèmes de management. Alors, on ne la considère pas finalement comme un système de management. Donc ça, je vais répondre parce que c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure, mais je donne la parole aussi à Soumia pour dire peut-être quelque chose là-dessus. En fait, lorsque je dis système de management, c'est en référence les normes 9001, 14001 et compagnie. C'est-à-dire, les normes, une structure qui est Soumia tout à l'heure. Il faut analyser le contexte, il faut avoir une politique, il faut définir des responsabilités, faire l'analyse des risques, définir des objectifs, mettre en place les ressources, gérer les documents, mettre en place la maîtrise opérationnelle. Et donc, il y a un certain nombre d'exigences, il faut les respecter quand même, mais je connais un système de management de la qualité. Les 26 000 ou la démarche RSE, mais il y a des principes. Et donc, je te laisse, Soumia, élaborer, mais c'est des principes. Il faut définir les enjeux, il faut dialoguer avec les parties prenantes, il faut définir les champs d'intervention, définir les plans d'action. Ça fait. Mais dans le détail, ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas un système. Et la démarche RSE aussi, fait l'entreprise, les banques. La démarche RSE de Bank of Africa, il a comparé à la démarche RSE de Tijari of Bank, par exemple, il y a des points de convergence, mais il y a beaucoup de spécificités dans chaque démarche. Alors que peut-être que le système qualité, les deux banques, au niveau documentaire, au niveau du contrôle, au niveau des compétences, au niveau des objectifs, etc. N'est-ce pas, Soumia? Oui, tout à fait. Vous avez tout dit, c'est Omar, c'est que la démarche RSE, on ne peut pas venir un jour et dire on est conforme à une norme. Vous voyez, l'ISO 14001, quand on fait un audit, on peut dire on est conforme à tel pourcent. Alors que la 18001, alors que la 26001, voilà, alors donc là c'est le ramadan, pardon. La 26000, c'est des lignes directrices. C'est vrai qu'il y a des principes de transparence, les principes de la 26000 qu'il faut, on doit les trouver dans toute démarche RSE, mais et c'est pour ça qu'il n'est pas certifiable. On ne peut pas venir et dire qu'on est conforme à telle question par rapport à cette question centrale. On ne peut jamais être conforme à 100%. Après, dans la RSE, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de la conformité réglementaire. La RSE, c'est au-delà de la réglementation. On est conforme parce que des fois, on pose la question, on dit qu'on est conforme. Par rapport à cette question, l'environnement, on est conforme, mais on ne cherche pas la conformité, on cherche au-delà de la conformité. On se compare à d'autres benchmarks. Il y a des bonnes pratiques, c'est important aussi de faire les benchmarks et de voir par secteur ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait au niveau des entreprises qui ont eu des meilleures notes en termes de notation. Comme ça, je rejoins aussi Othman par rapport à tout ce qu'il a expliqué. C'est très bien les principes d'évaluation, que ce soit sur la maturité, sur les résultats, etc. C'est bien de se benchmarker dans une démarche RSE. Donc, du coup, on a toujours des choses à mettre en place. On ne va jamais se retrouver un jour devant la norme 26 000 et dire, voilà, pour ce chapitre-là, on est conforme à 100%. Ouais, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est un système de management et c'est pour ça qu'il n'est pas certifiable. Tout à fait, absolument. C'est Abdelrahim معنا ولا صورة فيديو ديال واقفة؟ Abdelrahim? Il faut activer le micro. Oui, c'est Abdelrahim. La question, comment intégrer la démarche ISO 26000 في une entreprise qui est déjà ISO 9001 ولكن عندها, voilà, c'est une entreprise publique rigide qui a déjà l'ISO 9001, elle est certifiée. Qu'est-ce que tu conseilles pour intégrer l'ISO 26000 dans cet organisme public? شنو دوك لي terme rigide? Organisme dans une organisation publique rigide. C'est ça, rigide. Le public, des fois, on considère qu'elle est rigide, mais bon, elle est rigide pour l'organisme public. À mon avis,
D'accord, pas flexible. Très bien. Ok. En fait, moi, je pense que déjà, pour s'inscrire dans les 26 000, dans la démarche, ben, il faut aussi le niveau de maturité au niveau des 9001. Il faut déjà les 9001 puissent déjà atteindre un niveau de maturité qui est assez satisfaisant. Si on ne prend pas soin du client, on va dire au niveau de la 9001, qu'en est-il des autres parties intéressées? Donc, la première partie intéressée, en fait, qui est, qui devrait être au centre de préoccupation de l'organisation, c'est son client. Donc, il faut déjà travailler sur le 9001, il faut aussi son niveau de maturité. Et là, tu as parlé auparavant des niveaux de maturité. Alors, dans les systèmes de management, on a 4 niveaux de maturité. On a la conformité, on a l'efficacité, on a l'efficience et on a l'excellence. On a les 4 niveaux de maturité. Et ben, il faut aujourd'hui évaluer on est à quel niveau. Est-ce qu'on est déjà au niveau 1? Ça veut dire qu'on est en train déjà de s'assurer que notre planification prend en considération l'ensemble des critères auxquels on doit se conformer, à savoir les exigences légales réglementaires, les exigences de la norme ISO 9001, les exigences clients. Déjà, ça, c'est un élément basique pour déjà que le système puisse fonctionner correctement. Et puis l'efficacité, c'est qu'il y a un certain nombre d'objectifs qu'il faut atteindre et que si les objectifs ne sont pas atteints, il y a une dynamique qui va se créer derrière. Et puis l'optimisation des ressources. Donc à ce moment-là, quand on va parler de la 26 000, ben les 26 000, si on prend rien que pour la partie environnementale, on parle de faire déjà le domaine de l'environnement. Il y a 4 domaines, d'action. Un des domaines d'action, c'est, on va dire, l'utilisation des ressources. Ouais. L'utilisation des ressources d'une manière optimale, ben, on ne peut pas parler de l'efficience dans la consommation tant qu'on n'a pas passé par les niveaux de conformité, d'efficacité. Okay. Donc, moi, je pense que pour une société, il faut que déjà aussi le niveau de maturité de 9001, pour que ça soit beaucoup moins rigide, plus flexible. Il faut également intégrer l'aspect, on va dire la deuxième partie prenante. Là, vous avez parlé de la matérialisation, on va dire, des enjeux et des attentes des parties intéressées. Ben, il faut la deuxième partie intéressée, la plus pertinente, ce sont les travailleurs qui travaillent sous le contrôle de l'organisme. Ben, il faut prendre soin de ces travailleurs, il faut s'assurer de leur santé, de leur sécurité, okay, et également de leur confort social. Okay, même si ce n'est pas exigé au niveau de, on va dire, au niveau de la 45001 ou au niveau de la 9001, mais on sait qu'une personne qui est motivée, elle est beaucoup plus productive, elle est beaucoup plus engagée dans la démarche. Donc, il faut également chercher, on va dire, son confort social. Et puis, on va dire la 14001, on va dire comme troisième pilier, c'est protéger notre client qui ne se manifeste pas. C'est l'environnement. C'est un client, il faut qu'on le protège, il faut qu'on préserve la condition environnementale, à savoir la biodiversité et ne pas, on va dire, altérer, on va dire, la biodiversité. Ben, il faut qu'on s'assure qu'on la préserve. Moi, je pense que quand on parle de la RSE, d'abord, on va dire l'élément principal, c'est de s'inscrire dans le SIM, dans la qualité. Donc, il y a beaucoup plus, on va dire, une vocation économique, dans le SST, qui est beaucoup plus dans l'axe, on va dire, social. Et puis, on a la partie, on va dire, environnementale, la 14001, on va dire, qui nous met sur la partie développement durable, sur l'économie circulaire, sur l'éco-conception et sur les éléments qui vont avec la préservation des ressources pour les générations présentes et les générations futures. Merci, Saïd Brahim. Et je pense que la notion de partie intéressée, les 3 référentiels 9001, 14001, 45001, كتحلنا الباب pour intégrer d'autres sujets de RSE et de les intégrer dans la démarche qualité ou la santé sécurité ou l'environnement. Il y a une question. Oui. Moi, je rejoins le fait qu'on parle. Moi, je vois l'intervention de Seredar Graghi. L'intervention de Soumia. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on a toujours recommandé aux entreprises, c'est de penser à leur modèle organisationnel spécifique. Ça veut dire qu'ils doivent profiter de leur retour d'expérience. Il n'y a pas un système modèle. Okay, le modèle il se construit sur la base du retour d'expérience de l'entreprise.
Ça va être, on va dire, au cas par cas. Chaque entreprise, sur la base de son retour d'expérience, sur la base de sa culture, sur la base de la culture de ses parties prenantes, il va intéresser son système, il va prendre un modèle. Moi, je prends le cas de Toyota, ça c'est un modèle d'organisation qui a été adopté par Toyota. Si tu prends, par exemple, le modèle de la qualité totale, le Malcolm Baldrige, le modèle de Ming, c'est des modèles en fait qui ont été adaptés à certains types de structures. Donc, il faut que l'entreprise développe son propre, on va dire, modèle d'organisation qui intègre ces aspects, on va dire, RSE. Il y a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles d'excellence. Les modèles d'excellence, c'est les modèles des entreprises, des modèles qui ont réussi et qui ont démontré un niveau d'excellence. D'ailleurs, c'est ce que j'ai évoqué auparavant comme niveau de maturité. Le niveau de maturité le plus important, c'est l'excellence. Donc la conformité, l'efficacité, l'efficience et l'excellence. Cherchons à concevoir un modèle d'excellence. Le modèle d'excellence qui tient compte de l'ensemble de ces éléments. Et bien sûr, il faut une règle de management, c'est de suivre les goulots d'étranglement. C'est social, il faut traiter les aspects sociaux. Et c'est environnementaux, il faut traiter les aspects environnementaux. C'est de suite. Et voilà. C'est Abdrahim, juste pour compléter la réponse de Sereda, la question de spécifique, les questions centrales, il faut les adresser à la démarche ou à l'évaluation. Donc, quand vous voulez la réponse est oui. La démarche RSE selon l'ISO 26000 est une démarche holistique, c'est-à-dire que on peut pas نخدموا غير على ثلاثه les questions centrales ولا اربعه ودوك جوج اخرين ولا ثلاثه اخرين نقولوا لا هذوك سي با prioritaire. Par contre, la priorisation فين نقدروا نديروها في les domaines d'action. C'est-à-dire que les 7 questions centrales sont nécessaires. Par contre, في قلب كل question centrale, il y a plusieurs domaines, on peut prioriser un ou les deux domaines ونخليو دوك les deux ou les trois ou les quatre autres نخليهم après, une fois qu'on avance et qu'on progresse sur la démarche. Alors, merci. Je vais juste vous donner la parole, chers panélistes, pour donner un petit feedback ou un mot de clôture ou donner une idée complémentaire ou شي حاجه اللي ما دويناش عليها وجاتكم على البال. Donc, je donne la parole à Soumia et après, c'est Athman et Abdrahim. À vous la parole, Soumia. Merci à vous tous. Pour conclure, tout ce que je peux dire, c'est que pour mettre en place une démarche RSE, on ne va pas dire on va démarrer demain, on a déjà démarré. Je suis sûre que toutes les entreprises ont déjà des expériences, ont déjà mis en place des choses qui peuvent valoriser dans le cadre de la RSE, des reporting. Et puis, je vous remercie pour ce webinaire et pour la qualité des échanges qui était très utile. Merci, Si Omar. Merci, Si Miftah et Monsieur Souhairi. Et espérons vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Et bon retour. شكرا سمية على اختك بارك الله فيك. Merci, ça a été un plaisir de t'avoir. Si Abdrahim. Si Athman, vas-y. Abdrahim. تبارك الله عليكم. لا عبدالرحيم هو جات حبيب مشيت عند الحريره. لا كنستعد. C'est une très bonne initiative, Sir Omar, et on est très heureux de partager avec les participants, on va dire, notre retour d'expérience. Mais bien sûr, on apprend également des participants. Et comme tu l'as dit, c'est une dardasha. Donc, tout le monde est يمكن أن يدلي بدلوه في هذه الدردشة. Voilà. Merci beaucoup. شكرا عثمان. Merci Sir Omar, merci à Madame Soumia et Sir Abdrahim. En fait, moi, juste pour conclure, j'aimerais bien dire en fait un petit mot. En fait, si aujourd'hui le développement durable, il nous a amené à repenser nos modes de production et de consommation, il nous conduit également à innover en matière d'outils, de reconnaissance, afin de répondre avec le plus de pertinence aux enjeux qui se posent à nous collectivement. Parce que la démarche de la responsabilité sociétale, quand même, c'est une démarche qui est collective. Ce n'est pas une démarche, je dirais, individuelle, mais c'est une démarche collective à laquelle il faut que tout le monde y s'engage afin qu'on puisse réussir en fait à répondre aux exigences relatives soit aux parties prenantes, soit à l'écosystème. Merci. Merci سي عثمان, merci à vous tous. Et donc, Inch'Allah, الخميس الجاي عندنا دردشة ثانية avec d'autres intervenants aussi.
ما بقيتش عاقل واش achat responsable ولا anti-corruption. Oui, c'est l'achat responsable. Les achats responsables. Donc, le Khamis Jay, Radin focalise une question centrale et la loyauté des pratiques ou un sujet particulier, comment décliner une démarche achat responsable auprès de ses fournisseurs. Donc, stay tuned, comme on dit en anglais. Chaya Taïba, et merci beaucoup. Parfait. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.